bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Damien Terry, bonjour, alors, député fédéral, et aussi, vous étiez candidat à Linkebeek. Bon, ça ne s'est pas aussi bien passé peut-être que vous l'auriez espéré. Vous n'êtes pas la première liste à Linkebeek, vous êtes la deuxième. Mais comme toujours dans la périphérie, rien ne se passe comme ailleurs. Hein, dans une commune à facilité, c'est finalement à la proportionnelle qu'on retrouve les échevins au sein du collège. Donc là, vous êtes un petit peu obligé de bien vous entendre avec l'autre liste. C'est plutôt la première liste qui est obligée de bien vous entendre, s'entendre avec vous. Alors vous avez mis beaucoup de temps. Et finalement, vous vous êtes rencontrés pour la première fois avec l'autre liste francophone de Linkebeek, la liste menée par Yves Guéquière. Première réunion, est-ce qu'il y a eu une fumée blanche? Est-ce que ça veut dire que vous allez travailler ensemble? Clairement, aucune fumée blanche. Il faut savoir que nous sommes 3 semaines après les élections et que c'est le premier contact que nous avons eu et qui a été provoqué à mon initiative. J'étais surpris de ne pas avoir reçu un signe plus tôt. Mais donc, nous nous sommes rencontrés pour simplement entendre que la liste qui dit avoir la main, qui est la liste de M. Guéquière, clairement, n'avait aucune proposition concrète à faire. Par contre, et ça c'est plus inquiétant, la seule demande qui a été faite par M. Guéquière, c'est de garantir son accession au majorat en nous demandant de le soutenir, donc en nous demandant d'avoir une signature complémentaire qui lui manque. C'est assez logique puisqu'il a gagné les élections, il est la première liste, c'est lui qui a eu le plus de votes préférents. Vous voulez, vous, briguer le poste de bourgmestre? Ce n'est absolument pas mon intention au départ. Vous savez que j'ai géré la commune de Linkebeek en occupant la fonction sans être nommé, donc le titre ne m'intéresse pas du tout. Par contre, je constate que M. Guéquière, ayant dit « nous avons gagné les élections », mais il s'est rendu compte au lendemain des élections qu'il n'avait que 46% et donc pas de majorité absolue. Donc il est effectivement dans une impasse, mais il met aussi tout Linkebeek dans une impasse. Jamais connu par ailleurs, et il est le seul responsable de cette situation, puisque je rappelle volontiers que j'ai essayé de négocier jusqu'à fin juillet avec cette liste pour ne pas diviser la liste majoritaire jusqu'à ce moment-là. C'est l'histoire. C'est du passé. En attendant, si nous avions continué ensemble, nous n'en serions pas dans la situation actuelle. Et donc, cette situation qui est dramatique, le seul jeu de dupe dans tout ça, c'est le citoyen qui en subit les conséquences, et je trouve ça vraiment regrettable. Ça va être difficile de rétablir la confiance entre vous et Yves Guéquière? Mais je pense que tout le monde peut comprendre qu'à partir du moment où M. Guéquière et sa liste me disent jusque fin juillet, nous n'avons plus confiance, donc nous ne travaillerons plus avec toi. Aujourd'hui, parce qu'il leur manque une signature, il faudrait que la confiance soit rétablie. Je crois que tout le monde peut comprendre que la confiance ne se rétablit pas tout simplement. Et il faut évidemment un certain nombre de propositions concrètes pour pouvoir rétablir cette confiance. Je peux vous assurer que hier soir, en dehors de la demande de nomination de M. Guéquière, nous n'avons rien reçu de concret à nous mettre sous la dent. Alors, votre autre casquette, c'est d'être vice-président de la commission défense à la Chambre. Exactement. Et là, il s'est passé pas mal de choses ces dernières semaines. Il y a eu pas mal de remplacements à la défense. Il y a eu ce nouvel avion, le F-35, qui remplacera le F-16. Et puis, il y a un nouveau ministre, Sander Loons, qui a remplacé Steven Van de Putte, qui est lui parti pour devenir bourgmestre de Hasselt. Alors d'abord sur l'avion, maintenant, c'est entendu, la décision est prise. Pas de regret quand vous voyez quand même que ce F-35 a des soucis un peu partout où il vole. Vous êtes confiant pour les prochaines années, ça ira mieux? Mais non seulement je suis confiant, mais je pense qu'il faut revenir sur la genèse du choix. Nous avions pris une décision extrêmement importante qui était d'établir un appel d'offres en parfaite transparence, contrairement à ce qui avait été fait dans les dossiers, pour ceux qui s'en souviennent, Agusta et Dassault, où de l'argent noir avait circulé. Ici, la seule chose qui est certaine, c'est que la transparence a eu lieu, la procédure a été respectée à la lettre, tous les experts nous l'ont expliqué, raison pour laquelle d'ailleurs il n'y a aucune plainte qui est déposée par rapport à cette procédure. Élément numéro 1. Deuxièmement, dans le cadre de cet appel d'offres, il y avait un certain nombre de critères objectifs qui devaient être garantis par les différents fournisseurs, et donc nous avons constaté au lendemain des offres rentrées que le F-35 correspondait à chacun, ou en tout cas répondait positivement à chacun de ces 7 critères, qu'ils soient militaires ou autres. Par après, un élément qui n'est pas passé correctement dans la presse, c'est le fait que nous avions voulu, soi-disant volontairement, laisser tomber le Rafale.
la proposition française, mais en définitive, il faut savoir que les Français n'ont jamais répondu à l'appel d'offres. Ils ont fait une contre-proposition, mais jamais répondu à l'appel d'offres. Donc, d'un point de vue juridique, impossible de prendre leur proposition ou leur contre-proposition en cause. Et donc, on se retrouvait avec 2 candidats potentiels. Et ici, manifestement, c'est le F-35 qui a remporté l'offre. Justement, est-ce que vous ne vous dites pas aujourd'hui, c'est peut-être un peu dommage que les Français n'aient pas joué le jeu et n'aient pas répondu à l'offre comme les autres? Mais je pense que vous avez raison. C'est regrettable absolument pour tout le monde. Maintenant, il faut poser la question aux Français de savoir pourquoi ils n'ont pas voulu répondre entièrement à cette offre. Et je me demande si là derrière, il n'y a pas une volonté de ne pas avoir répondu clairement à l'aspect financier. Et alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez assurer qu'il y aura des retombées financières, notamment pour Bruxelles, pour la région bruxelloise? Mais je crois que le ministre Van de Putte et le Premier ministre ont été extrêmement clairs en séance à la Chambre par rapport à cela. Oui, il y aura ce qu'on appelle maintenant des retombées sociétales. Plus large que des retombées économiques, et tout ça, bien entendu, garanti par la législation européenne, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi. Et je peux dès à présent assurer que ces retombées seront valables pour les 3 régions du pays, donc tout le monde en profitera. Alors, nouveau ministre, vous parliez de M. Van de Putte, donc maintenant, c'est plus lui, c'est Sander Loons. Il a quand même une réputation sulfureuse, ce Sander Loons. Un temps, il était dauphin de Bart de Wever, il était député européen, il était élevé dans le nationalisme flamand le plus pur, que vous connaissez bien à Linkebeek. Alors, est-ce que ça vous fait un peu peur, ce nouveau ministre de la Défense? Donc, pas de corrélation à faire avec la commune de Linkebeek. Il n'y a par ailleurs pas de NVA à Linkebeek. Maintenant, non, mais quand vous avez quelques extrémistes nationalistes qui sont venus manifester, c'est exact. Je parlais de ceux-là. Mais donc, revenons ici au nouveau ministre en place. Je voudrais peut-être commencer par féliciter le travail qui a été réalisé par le ministre Van de Putte. C'est vrai que nous avons pas mal travaillé en collaboration et les résultats qu'il a obtenus, entre autres ici, grâce à la décision enfin prise pour le remplacement des avions dans l'intérêt de la défense belge, mais aussi donc du citoyen. Je pense qu'il faut louer ce travail. Maintenant, par rapport à la personnalité du nouveau ministre, que je ne connais personnellement pas, je voudrais simplement rappeler que jusqu'à présent, la NVA et tout autre parti néerlandophone au sein de la coalition gouvernementale ont respecté leur engagement de ne pas parler communautaire. Nous avançons sur des projets socio-économiques et j'espère que nous continuerons à aller de l'avant. Par ailleurs, c'est vrai qu'il y a toujours la problématique du respect des fonctions francophones, néerlandophones au sein de l'armée. Je continuerai à être extrêmement attentif pour être certain que la parité, comme elle avait été demandée, selon certains critères, puisse être respectée. C'est une discussion que j'aurai prochainement avec le ministre. Vous serez vigilant, c'est ça? Absolument. Alors, mardi, c'est le jour du scrutin de mi-mandat aux États-Unis. C'est les fameux midterms, on n'aura les résultats que dans la nuit. Mais les sondages prédisent une victoire démocrate à la Chambre et républicaine au Sénat. Et vous, qu'attendez-vous de ce vote après 2 ans de présidence Trump? Je vous propose 3 types de réponses. La première, c'est un rééquilibrage entre démocrates et républicains. Deuxième réponse, une dégelée pour Trump. Ou troisième réponse, un plébiscite pour Trump. Je pense que le rééquilibrage semblerait être la réponse, puisque les 2 autres sont vraiment extrêmes. Oui. Donc probablement la réponse la plus adaptée. Mais comme on l'a constaté pour les présidentielles il y a 2 ans, personne n'est capable de dire aujourd'hui vers quoi va aller la tendance. On sait que ça se joue parfois à très peu de choses. On sait également que M. Trump est extrêmement fort en termes de communication, qu'il a d'ailleurs ses propres chaînes de communication. Et donc je serais surpris moi-même de voir quel va être le résultat. Oui. Mais on n'est jamais à l'abri non plus de paroles ou en tout cas de sorties à sensation de la part de M. Trump qui pourrait par ailleurs faire pencher la balance dans un sens comme dans l'autre. Alors justement, les États-Unis et Trump ont eu une attitude assez dure en termes de politique internationale, et notamment vis-à-vis de l'Iran, en décidant qu'ils ne voulaient plus de cet accord avec l'Iran. C'est depuis dimanche, c'est clair, les sociétés occidentales ne peuvent plus travailler avec l'Iran sous peine d'une menace américaine. Comment la Belgique doit réagir à cela ? Écoutez, sincèrement, je pense que la Belgique doit avant tout prendre information auprès de l'Europe, parce que ce n'est pas que la Belgique qui doit réagir. Nous devons nous montrer soudés par rapport à cette problématique et donc probablement avoir
une réponse qui va dans le sens de celle qui est donnée pour l'instant par la France et par le Royaume-Uni. Mais ce que je pense qu'il faut avant tout faire, c'est aussi garantir les intérêts économiques européens en Iran. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Alors on sait très bien que les déclarations de M. Trump sont parfois assertives, mais ce n'est pas non plus M. Trump qui doit dicter sa politique à l'Europe. Et donc la décision européenne sera la plus importante. Donc il faut aider les entreprises belges qui désirent travailler avec l'Iran. Il faut les soutenir. Alors, revenons un peu à Bruxelles, parce qu'il se passe ces derniers jours beaucoup de choses depuis les élections, mais plutôt en région bruxelloise, un peu moins en périphérie. On se pose beaucoup de questions sur l'état du MR, et notamment sur qui va être le leader, le tête de liste aux prochaines régionales, puisque apparemment à la Chambre, c'est décidé, puisque Didier Reynders a dit lui-même qu'il voulait être tête de liste à la Chambre. Alors, qui faut-il au régional, selon vous, qui êtes membre du MR Bruxelles-Périphérie? Alors, est-ce qu'il faut une Françoise Kepmans? Est-ce qu'il faut Vincent De Wolf ou quelqu'un de plus jeune? Quelle est votre opinion à vous? Mais je ne sais pas si on doit parler de personnes aujourd'hui. Ce que je voudrais, c'est qu'on fasse une analyse interne, et elle est en cours par ailleurs, pour voir, dans l'intérêt de notre formation politique, quelles seraient les personnes qui pourraient entrer en liste pour tirer la liste MR. Et donc, sincèrement, il y a pas mal de bons candidats. Et c'est vrai que l'idée de se retourner vers des jeunes, comme le font certaines autres formations, est peut-être une bonne approche. Mais il ne faut jamais oublier que nous avons des communes en région bruxelloise qui ont démontré, que ce soit Vincent De Wolf ou que ce soit Mme Skepmans, qu'elles étaient tout à fait capables de gérer correctement leur commune. Et donc, il faut aussi faire appel à l'expérience. Je crois qu'il y a un mix entre les deux, parce qu'on parle toujours de la première place, qui va tirer la liste. Je crois que dans les 6 premiers, il doit y avoir là du potentiel qui se serre les coudes et qui montre l'intérêt du Parti libéral à Bruxelles pour faire évoluer, comme on le fait d'ailleurs au fédéral, pour faire évoluer clairement la région, que ce soit dans des domaines sécuritaires, que ce soit... C'est un peu une réponse en langue de bois, ça. Ce n'est pas une réponse en langue de bois. Si vous c'est un peu de jeunes, un peu de vieux, un peu d'hommes, un peu de femmes. Vous êtes très fort, évidemment, dans votre remarque. Non, ce que je pense simplement, moi je prône pour faire partager à la fois l'expérience et à la fois la fougue de la jeunesse que pour pouvoir redynamiser le MR à Bruxelles. Mais en analysant les résultats des dernières élections en profondeur, d'abord je voudrais dire que le MR n'est absolument pas perdant comme on le fait partout voir. Comme 4 bourgmestres de moins. Nous avons, non, à Bruxelles. Oui, mais à quand Bruxelles. on regarde l'entièreté du côté francophone, nous avons plus de bourgmestres qu'avant. Maintenant, reste encore 2-3 communes pour lesquelles il faut encore décider certaines choses. Ce que je constate aussi, par exemple... on va terminer là-dessus. Eh bien oui, donc dans certaines communes, comme par exemple à Kuckelberg, M. Pivin fait un résultat qui est exceptionnel, mais il y a, comme souvent, une volonté d'avoir des partis de l'opposition fédérale francophone pour contrer le MR, et c'est ce qui se passe. Il a quand même perdu sa majorité absolue. Vous avez perdu aussi la majorité. Donc voilà, il y a quand même des résultats. On en reparlera certainement. Merci Damien Thierry. Demain, je recevrai quelqu'un qui va abandonner la politique, Johan van den Dries.